Au départ, je me souviens qu'on nous disait, on attend de la commission parents une philosophie de l'éducation. Et nous, on s'est dit, c'est pas ça, je pense, c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut plutôt proposer un système d'enseignement qui va être en accord avec la société québécoise telle qu'elle est en train de se développer et telle qu'on pense qu'elle va se développer pour les 25 prochaines années. Et donc, comme sociologue, j'ai, je pense, inspiré une perspective sociologique dans ce sens-là. Et non pas pour dévaloriser le point de vue philosophique, mais comme base de départ, si vous voulez. Et c'est comme ça, je dirais, que le rapport parent s'est inspiré d'une vision de la société québécoise en évolution vers une modernité là, qui s'affichait à ce moment-là. Hein. Et pour prendre conscience que la culture, et pas seulement les structures sociales, mais la culture était en train d'évoluer. Un événement qui a été à l'origine de ma carrière d'universitaire, c'est le séjour que j'ai fait pendant 2 ans à l'université Harvard pour faire mon doctorat. Ça remonte à 1950-1952. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait des grandes universités dans un pays. Parce que l'université Harvard m'apparaissait comme une université vraiment dans le sens plein du terme. Hein. C'était une université où il y avait un enseignement magistral extraordinaire, où il y avait de la recherche, où il y avait constamment de la vie dans cette université, une vie culturelle. Alors que l'Université de Montréal, l'Université Laval, que j'avais connue dans les années 40, ce n'était pas ça du tout. C'était encore, je dirais, de gros collèges à l'époque. Il n'y avait pas de recherche, ou à peu près pas, dans nos universités. Il n'y avait presque pas de professeurs à temps complet. L'enseignement était encore de niveau bien inférieur. Et alors, moi, je me suis dit, ma vie au Québec, ça va être de contribuer au développement des universités québécoises et d'universités québécoises. C'est comme ça que j'ai, je dirais, changé de ma carrière parce que je me voyais plutôt comme un homme d'action. Je suis passé plutôt à la carrière universitaire à ce moment-là. Et j'y suis resté attaché toute ma vie, je dirais. Donc, ça fait depuis plus de 50 ans que je vis dans le milieu universitaire. Je l'ai vu évoluer énormément. C'était d'abord des écoles professionnelles, au fond. Écoles professionnelles de médecine, de droit. C'était le moment où les facultés professionnelles étaient importantes. Les facultés de sciences, de sciences sociales, de lettres, de philosophie, c'était très secondaire, je dirais. Il faut dire que c'était aussi des universités qui n'étaient ouvertes qu'à une toute petite proportion de la population. Une mince couche de garçons, à part de ça. Quand j'ai fait mes études de droit en 1944-45, sur 100 quelques étudiants que nous étions en première année, il y avait 3 filles. Tout le reste, c'était des garçons. Eh bien, il y avait vraiment un problème d'accessibilité à l'université pour les filles et pour un grand nombre de garçons. L'université était beaucoup trop limitée dans son accès au Québec, limitée à ceux qui avaient eu le privilège de faire un cours classique à l'époque. C'était la seule voie d'entrée à peu près à l'université. Le grand changement qui s'est produit depuis, c'est surtout, je dirais, à partir de la Révolution tranquille de 1960. Il y a eu une prise de conscience, je dirais, dans tous les pays occidentaux. Si bien que ce qui s'est passé au Québec en 1960, autour de la Commission parents, s'inscrit, je dirais, dans ce mouvement occidental de démocratisation. Et démocratisation voulait dire quoi? Voulait dire, premièrement, d'ouvrir le plus possible toutes les institutions d'enseignement supérieur, collégiales et universitaires à tous ceux et celles qui ont les talents et le goût, la motivation d'y venir. Quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, quelle que soit la région où ils habitent. Donc cela voulait dire, d'abord, revaloriser l'enseignement public. Parce que au Québec, nous avions valorisé l'enseignement privé. Dans les suites de la Commission parents, s'est développé ce réseau complet d'universités sur tout le territoire du Québec, avec l'Université du Québec qui a été créée. Cela, c'était, si vous voulez, certaines des mesures entreprises pour la démocratisation.
Je dirais aussi que le grand effort qui a été fait, c'était de mieux financer les universités à partir de 1960. Et là, je pense qu'il y a un grand virage qui s'est opéré avec le gouvernement libéral du gouvernement de Sage à l'époque, M. Paul Gérard-Lajoie, le ministre, premier ministre de l'Éducation. On a commencé maintenant, à partir de 1960-61, à financer publiquement, à financer avec les fonds publics les universités du Québec. C'était un changement aussi majeur parce que les universités ont pu commencer à se développer et à se développer comme des institutions publiques, c'est-à-dire qu'elles se sont aussi sécularisées. Car nos universités, elles étaient confessionnelles. Elles existaient d'ailleurs non pas en vertu de lois québécoises ou canadiennes, mais elles existaient en vertu de chartes données par le Vatican. Si bien que, par exemple, en 1965, quand le chancelier de l'université, qui était le cardinal Léger, a voulu nommer un premier recteur laïque à l'Université de Montréal, ce qui était d'une révolution à l'époque, pensait-on, eh bien, il a fallu qu'il aille demander la permission au Vatican. C'était un symbole, je dirais, de ce qui s'en venait, de la laïcisation de nos institutions, pour devenir vraiment des institutions publiques, et non pas appartenant à une institution privée qui est l'Église catholique. On a beaucoup insisté dans le rapport Parent pour dire que nous ne sommes pas contre la culture des humanités classiques, traditionnelles, mais il y a aussi à côté de la culture classique une culture scientifique, qui est une authentique culture. À ce moment-là, de dire ça, vous savez, ça étonnait tout le monde. Mais de dire la culture scientifique, c'est un regard sur le monde, c'est une manière de prendre contact avec le monde, c'est un mode de connaissance du monde, c'est aussi valable culturellement que la culture des antiquités basée sur les humanités gréco-romaines. De même, on disait, il y a aussi une culture technique. Ceux qui s'en vont vers des études de technique et de technologie, ils développent aussi une culture propre. Donc, il n'y a pas qu'un humanisme. Et ça, c'était, je dirais, très important comme point de départ des recommandations qu'on allait faire et des structures qu'on allait construire. C'était dans cette perspective d'une acceptation de la pluralité de l'humanisme. Et à ce moment-là, c'était une révolution. Ceux qui étaient les défenseurs des collèges classiques étaient un peu horrifiés en disant « mais ça va à l'encontre de 200 ans de respect de l'humanisme tel que 200-300 ans. » Peut-être, mais le monde moderne maintenant dans lequel nous entrons exige une réflexion sur la culture, sur l'humanisme, et voilà ce que nous proposons. Et je crois que cela, c'était très important parce que c'est pour cela que, si vous voulez, nous avons pu penser un système d'enseignement qui valorisait autant la formation technique, la formation scientifique, que la formation philosophique et la formation littéraire. Depuis ce temps-là, depuis 40 ans, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand nombre de choses qui ont changé dans la vie universitaire. La première chose, je dirais, qui me frappe le plus, c'est le développement de la recherche. L'implantation de la recherche dans le monde universitaire à un rythme qu'on ne pouvait pas imaginer en 1960. Ça a de grands avantages et ça peut amener de grandes inquiétudes parce que, jusqu'à un certain point, cela a amené un déséquilibre entre l'enseignement et la recherche. L'enseignement n'est plus valorisé comme il l'était dans nos vies. Et surtout, au moment de nos promotions, quand on étudie nos dossiers, qu'est-ce qu'on étudie d'abord? C'est les subventions que nous avons reçues, de quelles sources, qu'est-ce que nous avons fait avec ces subventions, combien avons-nous publié? Après ça, l'enseignement, oui, bien sûr. Et puis, après ça, le rayonnement dans la cité, bien sûr. Ça fait partie du discours, mais dans la pratique, ce n'est plus ce qui est valorisé le plus. Cela fait qu'un important changement amené avec cela, c'est le déséquilibre entre les étudiants, ce que l'on accorde comme temps aux étudiants de premier cycle et aux étudiants de cycle supérieur. Parce que finalement, avec le développement de la recherche, est arrivé, bien sûr, le développement des études supérieures, qui nous absorbent, nous, comme professeurs, de plus en plus. Ces étudiants du deuxième et du troisième cycle
Ils sont très exigeants parce que nous avons à diriger leur mémoire, nous avons à diriger leur thèse, nous avons à les intégrer dans des équipes de recherche. C'est bien que notre temps est absorbé en grande partie maintenant par une minorité d'étudiants, donc encore une fois une élite. Nous négligeons les étudiants de premier cycle. Ils sont dans des salles de 125, 150 étudiants, pas de contact avec les professeurs. Aujourd'hui, c'est certain que l'accessibilité à l'université, ce n'est pas acquis d'une manière complète. Je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire pour amener à l'université les étudiants qui n'y sont pas encore, qui ne réussissent pas à y venir. Et je dirais qu'il y a aussi des étudiants qui sont à l'université qui ne devraient pas y être. Les deux, je dirais. Ce qui nous amène peut-être à réfléchir sur la réussite, justement, à l'université. Parce que le problème du décrochage, il n'est pas que au secondaire et au collégial. Il existe beaucoup à l'université. Il y a un décrochage au premier cycle, puis il y a un décrochage particulièrement important au deuxième et troisième cycle. Pourquoi? Parce que, bon, je pense que il y a à l'origine un problème d'orientation déjà au collégial, hein, d'étudiants qui devraient être orientés ailleurs, vers d'autres voies que vers l'université. Et cela, ça ne se fait pas suffisamment. Et je crois que là, donc, on a au départ, avant même l'arrivée à l'université, un problème de décrochage qui se prépare. Au niveau supérieur, nous sommes surchargés. Donc là, il faudrait aussi que dans le financement de l'université, on tienne compte de la surcharge des professeurs qui assument l'enseignement supérieur et l'encadrement des étudiants pour que nous puissions mieux suivre chacun des étudiants. Quand nous avons trop d'étudiants au doctorat à suivre, trop d'étudiants à la maîtrise, ah ben, ils nous échappent. Et puis, à un moment donné, bon, on est même content de voir, je dis ça terriblement, cyniquement, on est content de voir qu'un des étudiants abandonne, c'est un travail de moins, hein, quand on est surchargé. C'est tragique. Alors, je ne suis pas porté, je ne suis pas motivé à courir après l'étudiant qui me dit je n'ai pas assez d'argent, je m'en vais. Non, qu'est-ce que vous voulez? Il me décharge. C'est dramatique. Hein? Donc, je dis, là, il y a un paradoxe, il y a une incohérence dans notre système qui est très grave. Ce qu'il faudrait absolument, c'est d'avoir différentes formes d'encadrement, beaucoup plus marquées pour les étudiants de premier cycle en particulier. Ce qui supposerait un financement de l'encadrement que l'on n'a pas. Et s'il y avait une commission par an à refaire aujourd'hui, un des problèmes, je crois qu'il faudrait voir, c'est le financement des universités. Et un financement des universités mieux adapté à ce qu'est l'université d'aujourd'hui. Et non pas selon des formules qui n'ont pas été suffisamment révisées. Le seul endroit où je connais ma communauté universitaire, c'est dans mon syndicat de professeurs. Et le syndicalisme des professeurs, à mon avis, est devenu une question importante. Et on n'en parle pas assez. Une question importante, pourquoi? D'abord parce que je vous dirais que c'est là que ma communauté universitaire, c'est là que je rencontre des collègues qu'autrement la vie universitaire ne me fait pas rencontrer. Et en plus de cela, ce que le syndicalisme représente pour moi, c'est le regard critique dans une université. Nous pouvons avoir chacun de nous un regard critique. Nous l'avons pour un certain nombre de collègues, mais nous ne nous rassemblons pas là-dessus, sauf dans notre syndicat. Et bon, notre vie syndicale, je la connais depuis assez longtemps maintenant, elle a eu des hauts et des bas, et il y a des moments où le syndicat a contribué, je dirais, à la bureaucratisation de notre vie universitaire. Mais il y a d'autres moments où le syndicat, par son leadership, a contribué à une réflexion critique sur l'administration de l'université, sur nos conditions de travail, sur nos rapports avec les étudiants, etc., et sur la place de la recherche dans nos vies universitaires. Quand j'étais jeune professeur, nous avions une association, mais qui n'était pas un syndicat, une association qu'on peut appeler bona fide, c'est-à-dire qui était consultée. Les autorités de l'université décidaient de nos échelles de salaire, décidaient de nos conditions de travail, décidaient de nos embauches. Quand je suis arrivé comme professeur et à l'Université Laval et à l'Université de Montréal, ben, j'ai négocié mon entente avec le recteur, dans le salon du recteur. Ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Hein.
Il y avait donc, si vous voulez, je dirais, un autoritarisme paternaliste à l'époque, de bonne aloi, dont je n'ai pas la nostalgie, remarquez pas du tout. Mais étant donné l'étendue de nos universités et la complexité de nos universités, il a fallu se bureaucratiser. C'est le prix à payer. Mais pour trouver des interstices dans cette vie universitaire bureaucratisée, heureusement que nous avons ce syndicalisme des professeurs dans le milieu universitaire pour au moins établir ces deux grands piliers de notre vie, une certaine communauté universitaire et une attitude critique devant notre vie universitaire. Parler de communauté universitaire, je suis en train d'en parler, mais ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi n'en parlons pourquoi maintenant on n'en parle pas? Pourquoi ce terme-là est complètement disparu? Pourquoi? Parce que je pense que l'université est devenue une entreprise. Et ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que le modèle de l'entreprise privée est devenu un modèle que l'on considère comme le bon modèle pour administrer et gérer nos universités. C'est comme ça qu'on s'est fait proposer, par exemple, à un moment donné, par le gouvernement du Québec, des contrats de performance. Bon, oh là là, ouais. Et c'est comme ça aussi que, en ce moment, qui consulte-t-on pour analyser notre fonctionnement universitaire? On consulte des consultants d'entreprise, hein, des compagnies de comptables. Eh bien, tout ça, ça m'inquiète beaucoup. C'est certain que l'université doit être bien gérée. Mais elle doit être bien gérée comme aussi une université qui a une mission intellectuelle. Et une mission intellectuelle qui n'est pas que pour les étudiants et les professeurs, mais qui est pour la cité. Une mission intellectuelle qui doit se refléter dans la cité. C'est-à-dire que l'université ne doit pas être vue seulement comme un lieu qui forme la main-d'œuvre. C'est vrai qu'elle est ça. Mais en même temps, l'université est un lieu qui forme une main-d'œuvre qui est adaptée à la vie d'une société démocratique, à la vie d'une société qui veut avoir une culture, qui veut développer sa culture. Et donc, je dirais que l'université doit avoir des préoccupations culturelles dans son enseignement, dans ses recherches et dans son rayonnement. Des étudiants sont préoccupés par exemple, les questions mondiales, la pauvreté dans le monde, les écarts entre les riches et les pauvres dans le monde. Eh bien, cela, c'est très important d'en tenir compte dans la vie universitaire, ce qui n'est pas le cas. On occulte cela en ce moment. Eh bien, moi, je dis, si l'université n'est pas que un facteur de l'économie du savoir, comme on dit, mais qu'elle est aussi un facteur de la société du savoir, c'est très important qu'elle soit les deux. L'économie du savoir, moi, je veux bien, c'est-à-dire que, on le sait bien maintenant, le développement économique exige beaucoup de savoir maintenant, beaucoup de sciences diverses. C'est vrai, et les universités y participent. Mais ce n'est pas tout. Je dis, il y a aussi la société du savoir qui exige aussi une attitude de citoyen et pas seulement une attitude de professionnel. Eh bien, là, je dis, c'est pour moi une partie du rôle de l'université, d'autant plus que moi, je suis un partisan de ce que j'appelle la cité éducative. C'est-à-dire que je crois que la société moderne est une société dans laquelle chaque citoyen va continuer à apprendre pendant toute sa vie. On ne finit pas d'avoir appris quand on sort de l'école ou de l'université. Et ça, je me souviens qu'on a beaucoup insisté là-dessus dans le rapport parent, où on parlait de formation continue, d'éducation continue. Continue toute sa vie. Eh bien, moi je dis, s'il y a tant de professionnels qui sont égoïstes, et c'est vrai, c'est de notre faute. Nous ne leur avons pas fait comprendre qu'être professionnel, c'est une responsabilité sociale, et non pas seulement pour leur famille, mais c'est une responsabilité sociale, qu'ils ont une responsabilité à assumer dans leur milieu, comme juriste, comme médecin, comme avocat, etc. Eh bien, le citoyen, il ne se forme pas qu'à l'école secondaire.
nous continuons à former des citoyens. Et cela, malheureusement, je dirais que ça ne fait pas partie de notre culture universitaire. Nous refusons de penser que nous continuons à former des hommes et des femmes. Nous pensons que nous formons des intelligences. Mais c'est faux, c'est incomplet. Ce n'est pas que des intelligences. L'université ne fait pas que préparer au lendemain après le diplôme, mais elle prépare des étudiants à toute une vie, et une vie de participation à la société dans laquelle il est.